Madagascar n'a pas un problème de potentiel. Si on veut que le tourisme évolue dans le temps, nous devons protéger cette nature à 100%. Notre trésor, c'est notre biodiversité. Et quand on parle de tourisme de masse, il sature les destinations, il fragilise les écosystèmes. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de Ouch. Aujourd'hui, nous allons accueillir un expert dans le domaine du tourisme à Madagascar, un ancien directeur exécutif de la Confédération du tourisme à Madagascar. Il défend depuis plusieurs années une vision du tourisme durable, innovante et compétitive. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Lou Varadou Malal. Bonjour Lou Varadou Malal, bienvenue sur Ouch et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et au public de ce média économique important que Ouch. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter et autour justement du tourisme, des enjeux, des perspectives et que le public puisse comprendre davantage un peu aujourd'hui où on est Madagascar en termes de développement touristique et quels sont les freins existants, mais aussi quels sont les leviers qu'on doit activer justement pour permettre une meilleure efficience et que le tourisme durable puisse justement contribuer davantage à faire vivre les communautés locales, à préserver la biodiversité, mais aussi aller vers un tourisme un peu plus innovant. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui est Lou Varadou Malal et tes expériences, ton parcours dans le domaine du tourisme à Madagascar? Tout d'abord, je me considérais comme un technicien, un homme de terrain et un passionné par le développement touristique à Madagascar et bien évidemment mon pays. J'ai 20 ans d'expérience en management opérationnel, en développement de projets, mais également donc en gouvernance institutionnelle. Et je suis rentré à Madagascar il y a un peu plus de 15 ans de cela, après 3 années en tant que manager dans le secteur des télécoms, une célèbre marque qui fait référence à une couleur. Et lorsque je suis rentré à Madagascar, donc j'ai pris la direction marketing, communication et commercial d'un grand groupe local. C'est dans ce groupe, en effet, que je me suis familiarisé avec le domaine du tourisme. Parce que j'avais à peu près une vingtaine de sociétés dont je devais gérer l'image, les ventes et la notoriété. Et il se trouvait donc que parmi ces sociétés, il y avait des entreprises de renom dans le tourisme, l'hôtellerie haut de gamme et le transport aérien privé. Après, riche de cette expérience, j'ai décidé de me tourner davantage vers cette filière en prenant notamment la direction générale d'un grand établissement hôtelier de la capitale en assurant son lancement et son développement opérationnel. Puis, la Covid est arrivée. J'ai été choqué de cette période parce que tous les efforts se sont effondrés. Le secteur s'est retrouvé exsangue. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait de constater que il n'y a pas eu de véritable appui substantiel pour aider les opérateurs et les investisseurs à se relever. Et c'est cela qui m'a motivé à agir au niveau de l'économie touristique nationale dans son développement. C'est ce qui m'a mené ensuite à la tête de la direction exécutive de la Confédération du tourisme de Madagascar. La Confédération du tourisme de Madagascar, c'est la CTM. Et la mission de la CTM, c'est représenter, défendre les intérêts des opérateurs touristiques tout au long de la chaîne de valeur auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers pour contribuer davantage au développement durable du tourisme sur la Grande Île. Durant mon mandat de 2022 à 2026, nous avons conduit une dynamique de transformation, de dialogue, de structuration du secteur privé du tourisme dans un contexte de relance post-Covid. Cela s'est traduit notamment avec la conception et la mise en œuvre d'une feuille de route du secteur privé du tourisme qui met en exergue des actions essentielles, voire urgentes, pour redresser le secteur à court, moyen et long terme et qui porte sur plusieurs enjeux prioritaires, comme vous le savez déjà, j'imagine, les routes, l'aérien, la durabilité, l'innovation, le climat des affaires. Et c'est grâce justement à la mise en œuvre de cette feuille de route, ce qui nous a permis, aux côtés de toutes les parties prenantes, que ce soit l'État,
les partenaires techniques et financiers et l'ensemble du secteur privé de relancer de manière effective le tourisme à Madagascar en 2024. Cela nous a permis également de vulgariser à Madagascar les concepts de RSE, de tourisme durable, mais aussi tout ce qui concerne la digitalisation et le renforcement des compétences, de l'élargissement de la notoriété de la CTM dans les régions touristiques et le renforcement de la présence institutionnelle du secteur privé du tourisme malagasy dans l'océan Indien et en Afrique australe. Ce qui a permis notamment des partenariats stratégiques de premier plan avec des grandes organisations mondiales et régionales du tourisme comme l'Alliance touristique de la SADC, la Chambre du tourisme du Rwanda, mais aussi les îles Vanille, l'ONU Tourisme et le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Et aujourd'hui, donc depuis quelque temps, je suis consultant expert en tourisme et en développement du secteur privé. Et j'accompagne entre autres des projets touristiques d'envergure en matière de développement et de stratégie. Mais mon ambition reste la même, c'est faire du tourisme un levier de développement national à Madagascar. Tout à l'heure, je voudrais aussi vraiment parler de ce post-Covid-19 dont tu as parlé tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord te demander, Louv, quel est l'état du secteur tourisme au moment où l'on parle ? Madagascar se reconstruit et le secteur tourisme reprend progressivement. Parce que, vous le savez, nous avons essuyé une crise majeure en septembre dernier, une crise socio-politique. Durant cette crise, le secteur a été profondément affecté. La crise a duré 3 semaines. Elle a donc provoqué 80% d'annulation des réservations sur le dernier trimestre et 350 000 emplois directs et indirects ont été impactés. Et on a essuyé plus de 100 millions de dollars de pertes en tout. Le constat est quand même assez lourd, si je peux me permettre du terme. Et depuis, des efforts de relance de part et d'autre donc ont été engagés. En 2025, Madagascar a pu accueillir 330 000 visiteurs internationaux d'après les chiffres du ministère du Tourisme. Et la destination, aujourd'hui, toujours selon les ambitions officielles, vise à atteindre les 600 000 touristes à l'horizon 2028. Et est-ce qu'on est en bonne route pour atteindre ce chiffre ? Il y a quand même des indicateurs qui nous disent qu'il y a des choses positives qui sont mises en place. Depuis 8 mois, précisément, on a pu quand même voir des améliorations, notamment sur les infrastructures routières. La RN2, la RN4, la RN7, ce sont des axes stratégiques pour acheminer les touristes de Tana vers les zones touristiques, que ce soit les plages, que ce soit les sites naturels. Il faut le souligner, c'est quand même une belle avancée. On a eu aussi donc des communications positives. Si vous avez un peu suivi les actualités, Nuusi Rands a été élu 4e plus belle plage dans le monde. Et on a besoin aujourd'hui de communication positive. Et cela nous permet encore de dire que notre trésor, c'est notre biodiversité. Et au niveau de l'aérien, qui est quand même la pierre angulaire du développement touristique, on a eu quelques avancées notables. Le retour d'Air Madagascar, c'est quelque chose que tout le monde espère aujourd'hui. Parce que, je le dis toujours, une destination touristique forte, c'est une compagnie aérienne forte. Et il y a quelques jours de cela, si vous avez pu voir, on a eu l'opérationnalisation de la ligne Madagascar-Comores. Et ça, c'est quelque chose justement qui va permettre de faire venir plus de touristes à Madagascar, de développer des échanges économiques, mais aussi de contribuer au développement du tourisme sur la grande île. Toujours sur le plan de l'aérien, on a pu constater il y a quelques mois de cela que des liaisons transversales ont commencé à être mises en place, notamment au niveau de l'axe nord-est, sur Marouantsecha, Antala, Sambava, Nusibe et Antsranan. Parce que lorsque le touriste vient à Madagascar, ce n'est pas juste pour rester à Tana. Il faut l'acheminer vers les régions touristiques. Et pour cela, lorsqu'on a des vols transversaux, ça nous permet de désenclaver les régions et justement d'être plus compétitifs sur le plan de l'aérien. Néanmoins, malgré ces efforts notables, dont on encourage qu'ils soient
plus constant dans la longueur. Quand on regarde notre potentiel, ces chiffres sont encourageants, certes, mais encore en deçà de notre potentiel, c'est-à-dire ce capital naturel et culturel incomparable qu'on a. Parce que force est de constater que nous peinons toujours à dépasser les 375 000 touristes qui ont été atteints en 2008. Aujourd'hui, à mon sens, pour se relancer dans un climat mondial incertain, nous devons revoir de manière un peu plus profonde notre modèle touristique et nous donner les moyens collectivement de nos ambitions. Parce que Madagascar n'a pas un problème de potentiel. C'est plus, je dirais, la vision, la cohésion, l'exécution. Nous arriverons à refaire décoller ce tourisme avec une vision partagée, une volonté commune et en étant plus structurés. Toutes les parties prenantes doivent se donner la main, car l'unité fait la force. Et ainsi, on doit restaurer la confiance des marchés, on doit préserver les emplois, on doit soutenir les entreprises et mettre en place une stratégie claire, alignée avec les réalités du terrain. Et c'est en levant les freins bloquants et en activant les bons leviers que nous arriverons à repositionner Madagascar sur la carte du monde touristique. Donc, direz-vous que l'image de Madagascar a évolué à l'étranger? Et si oui, qu'est-ce qui a contribué à cela? On a un capital naturel exceptionnel. Nous n'avons plus aujourd'hui besoin de le démontrer. Mais une fois de plus, ce n'est pas un problème d'atout, c'est plus un problème de visibilité. Madagascar n'est pas encore assez connu pour rivaliser avec d'autres destinations malgré ce potentiel naturel et culturel. Néanmoins, ce capital naturel, c'est notre moteur économique. C'est sur elle que nous capitalisons aujourd'hui pour promouvoir la destination et c'est à travers elle que nous devons développer nos stratégies, nos récits, notre storytelling. Le capital naturel à Madagascar, c'est 5% de la faune et flore mondiale. C'est 250 000 espèces vivantes, dont 90% d'endémicité. Mais on fait également face à un paradoxe aujourd'hui. On capitalise sur notre nature, sur notre culture, mais cette nature, elle est soumise aujourd'hui à une forte pression. Autant que nous la développons, autant cette nature, elle disparaît progressivement. Et si on veut que le tourisme évolue dans le temps, nous devons protéger cette nature à 100%. Parce qu'aujourd'hui, la nature à Madagascar, elle fait face à de nombreux dangers, à commencer par le changement climatique. En 60 ans, Madagascar a perdu plus de 6 millions d'hectares de forêt, notamment à cause des feux de brousse, la production de charbon, la culture sur brûlis, l'exploitation illicite des sols. Et on a aujourd'hui un nouveau fléau, c'est les déchets touristiques, qui se produisent notamment dans des zones touristiques fortement sollicitées, comme Nosy Be, sur la côte. Là-bas, les déchets touristiques excèdent les 2,5 kg par jour par personne, soit plus du double de la moyenne mondiale, et 5 fois plus que la production locale d'un habitant. Aujourd'hui, nous devons aller vers un tourisme durable qui protège nos écosystèmes, qui valorise notre capital naturel et culturel, qui renforce notre image et qui dynamise nos territoires. Ce n'est pas juste une question environnementale, mais un enjeu de survie touristique. Au-delà de ce capital naturel d'exception, ce qui fait la force aussi du tourisme à Madagascar, c'est sa mixité culturelle. Cette culture qui est le fruit d'un croisement entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe, que nous retrouvons bien évidemment dans nos traditions, dans nos histoires, mais aussi dans notre artisanat et dans notre gastronomie. Et c'est ce qui alimente tous les jours le vécu de nos visiteurs. Et c'est justement en préservant davantage cette nature, en valorisant davantage cette culture que nous avons, en structurant mieux nos offres, que nous parviendrons à faire de Madagascar, peut-être dans les années à venir, une référence du tourisme durable en Afrique, dans l'océan Indien et pourquoi pas dans le monde. Malgré tous ces atouts que vous venez de dire sur Madagascar, des professionnels disent de Madagascar une belle destination, mais difficile à vendre.
Est-ce un problème d'image, d'infrastructure ou de gouvernance? Je dirais que ce sont les trois à la fois. Il y a une corrélation entre ces trois points. Pas de tourisme sans une meilleure image, sans des infrastructures adaptées et sans une bonne gouvernance. L'image, c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'impulser les touristes à venir à Madagascar. C'est pour cela que nous devons communiquer toujours de manière positive sur notre destination. C'est cette image, justement, qui doit guider nos récits, notre storytelling. Quant aux infrastructures, elle permet d'octroyer aux visiteurs internationaux une expérience fluide. Cela passe donc par des routes praticables, une connectivité aérienne domestique renforcée et des établissements d'hébergement aux normes. Quant à la gouvernance, elle permet de rassurer ces visiteurs, de mettre en place un cadre stable et attractif avec le respect des lois, l'éthique, l'intégrité, la transparence, la lutte contre la corruption et bien évidemment une meilleure sécurité. Où se situe Madagascar aujourd'hui par rapport aux destinations touristiques de l'océan Indien? La différence, elle se base sur quelques points assez notables. Déjà, que ce soit en termes de taille. Ces destinations sont généralement plus petites que Madagascar. Parce que Madagascar, on le sait, 585 000 km² de superficie, avec 5 000 km de plage. Et la différence se situe également dans le fait que ces destinations sont déjà matures, touristiquement parlant. Et qu'à Madagascar, notre potentiel est encore sous-exploité. Mais malgré notre taille, malgré le potentiel qu'on a pu approuver à Madagascar, ces destinations, à l'heure actuelle, accueillent plus de touristes que chez nous. Voilà tout le paradoxe. Et la réussite, justement, de ces destinations, je fais référence à Maurice, je fais référence également aux Seychelles, c'est qu'on a déjà là-bas des infrastructures qui sont normes internationales, une qualité de service irréprochable et une gouvernance exemplaire. Et c'est sur ces points-là, aujourd'hui, que Madagascar, s'il veut justement se démarquer, s'il veut aller un peu plus loin, si on veut changer de cap, on doit se concentrer là-dessus. C'est-à-dire, donc, des infrastructures aux normes, une meilleure gouvernance et revoir notre qualité de service, favoriser la montée en compétence de nos acteurs. Est-ce que c'est vraiment possible pour Madagascar? À mon sens, le potentiel est là. C'est juste que on doit regarder vers la même direction, on doit être organisé. C'est pour cela que je répète encore, ce qui nous manque, c'est la cohésion, la structuration, mais surtout, il faut faire du tourisme une priorité et se donner les moyens collectivement de nos ambitions. Donc, Louv, comment convaincre les investisseurs de choisir Madagascar plutôt que Maurice ou les Zanzibar Que ce soit Maurice ou Zanzibar, ou même les Seychelles, on peut déjà dire que ce sont des destinations matures. Alors que Madagascar, il y a encore un immense potentiel à exploiter. Et si on veut attirer plus d'investisseurs à Madagascar, on va valoriser bien évidemment notre potentiel naturel et culturel, ce qui fait aujourd'hui notre richesse touristique. Mais aujourd'hui, il y a 3 points essentiels sur lesquels nous devons nous concentrer pour attirer plus d'investisseurs. À commencer bien évidemment par les infrastructures. Il faut des routes sécurisées, des routes praticables pour faciliter les trajets. Il faut renforcer la connectivité aérienne, notamment domestique, pour pouvoir désenclaver les régions. Et il faut permettre aux opérateurs, aux investisseurs d'avoir accès à l'autoproduction d'énergie, mais aussi de favoriser l'accès aux énergies renouvelables. Ensuite, l'accompagnement des investisseurs. C'est important aujourd'hui que l'investisseur sente qu'on est à ses côtés. Il faudrait donc accélérer sur la facilitation des procédures, la mise en place d'incitations ciblées et la sécurisation foncière. Et enfin, la gouvernance. Il faut promouvoir la confiance auprès de ces investisseurs, avec un cadre stable, attractif
et lisible. C'est-à-dire en renforçant l'éthique, l'intégrité, la lutte contre la corruption, en augmentant la présence des forces de l'ordre dans les sites touristiques pour rassurer les marchés, pour rassurer les touristes et protéger notre faune et notre flore et faire respecter les lois et les textes en vigueur. Madagascar, pour attirer les investisseurs, ne peut pas juste capitaliser sur sa nature. L'investisseur aujourd'hui veut d'abord une sécurité juridique. Il veut de la confiance et il veut que tous les paramètres soient alignés pour pouvoir développer son activité sur la grande île. Le coût du transport aérien freine-t-il davantage que le manque de promotion? Hormis le problème des routes, l'aérien lui-même n'est pas simplement son coût, sont un maillon faible qui freine le développement touristique. On manque d'avions, mais encore plus sur le réseau intérieur, et le coût des billets est onéreux. Si on veut résoudre ce problème, on doit déjà, d'une part, développer davantage de liaisons internationales et régionales. On doit également pouvoir attirer plus de compagnies aériennes, augmenter la capacité de siège, mais aussi le nombre de fréquences, et on doit développer plus de partage de codes. Et en ce qui concerne le réseau intérieur, celui qui nous pose plus problème, si je peux me permettre du terme, on doit renforcer le réseau domestique. Cela passe notamment par l'amélioration des infrastructures aéroportuaires, les mettre aux normes internationales pour plus de fluidité, pour accueillir plus de touristes, pour une meilleure sécurité et pour qu'ils soient plus entretenus. Et on doit également pouvoir augmenter la capacité de flotte de la compagnie nationale, mais voir aussi un peu plus tard à une ouverture progressive du ciel. Pourquoi? Cela nous permettrait d'avoir plus de compétitivité et, en fin de compte, faire baisser le prix des billets d'avion sur le réseau national. Et en ce qui concerne la promotion, on a le potentiel à Madagascar, mais on ne peut pas encore rivaliser avec d'autres destinations. La promotion dépend de la visibilité. Si on veut attirer plus de touristes à Madagascar, on doit élargir notre visibilité au niveau international. Cela passe tout d'abord par l'augmentation des budgets dédiés à la promotion. Notre budget est encore trop faible. On doit pouvoir aussi créer une marque pays forte, un branding dans le jargon technique qui va valoriser notre nature, notre authenticité et notre culture. Le dernier branding de Madagascar, c'est Madagascar Treasure Island, qui date d'il y a une dizaine d'années de cela. Depuis, les comportements de voyage ont évolué. Donc aujourd'hui, on doit dire Madagascar, c'est une destination nature, culture et authentique. On doit également renforcer notre présence dans les salons internationaux et sur les plateformes numériques. Bien évidemment, que ce soit sur les sites de réservation, mais également les sites de promotion. Par la suite, développer plus de partenariats stratégiques, que ce soit avec les créateurs de contenus internationaux et les compagnies aériennes. On doit bien évidemment communiquer de manière positive sur notre destination. Ça, c'est la base même de l'image. Et si ces conditions sont réunies, je suis convaincu que Madagascar pourrait être plus visible sur la scène internationale et, in fine, attirer plus de visiteurs venant du monde entier. Donc, faut-il privilégier le tourisme de masse ou le tourisme à forte valeur ajoutée? Je vais être très clair sur ce point. Notre richesse, c'est notre nature. Comme je l'ai dit, cette nature, elle est soumise à une forte pression, elle est fragile. Et quand on parle de tourisme de masse, ce tourisme en question, il sature les destinations, il fragilise les écosystèmes. J'opterai plus, dans les années à venir, sur un tourisme sélectif. Attirer à Madagascar des clientèles à forte valeur ajoutée, à fort pouvoir d'achat, mais dont les bénéfices, les revenus qui seront tirés de leur voyage iront davantage à la protection de la biodiversité et à contribuer à l'essor économique et social des communautés locales. Il y a des actions, bien évidemment, à mettre en place. Cela passe par l'amélioration de l'expérience client. C'est-à-dire, il faut miser sur une meilleure qualité de service, des services hyper personnalisés, une meilleure immersion locale
mettre en avant le tourisme durable, des routes praticables, des établissements d'hébergement aux normes internationales. Parlons de qualité de service. Où en sommes-nous maintenant? La qualité de service est encore problématique pour notre destination, car on manque de personnel qualifié. C'est le personnel qualifié qui réussit à mettre en place une qualité optimale et à fidéliser la clientèle internationale. Si nous voulons être plus compétitifs, avoir une meilleure qualité de service, nous devons revaloriser nos métiers, nos compétences. Cela passe notamment par la facilitation de l'accès à la formation à Madagascar. Il faut déjà, d'une part, que la formation soit reconnue au niveau de la jeunesse, qu'on ait des modules dans l'éducation dédiés à la formation touristique. Il faudrait également développer un programme de formation axé notamment sur l'accueil, le service à la clientèle, les langues étrangères, l'hygiène et le savoir-être. Un programme accessible, gratuit, qui serait destiné à tous les acteurs du tourisme sur la Grande Île, à l'image du programme Niatchk que nous avons mis en place il y a quelques années de cela, dans le cadre de relance post-Covid, au sein de la CTM, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère du Tourisme. Cela nous a permis de former sur toute l'île, dans un contexte de relance post-Covid, 20 000 personnes gratuitement. Ce qui nous a permis justement de pouvoir relancer également le tourisme à Madagascar juste après la crise du Covid-19. Mais il faut également trouver plus de moyens pour développer le nombre d'établissements de formation touristique à Madagascar, car nous faisons face à une carence justement dans les zones touristiques. Madagascar ne dispose que d'un tout petit peu plus de 20 établissements sur toute l'île, et ce n'est pas assez. Il faut aussi développer la formation des cadres, des dirigeants. Il faut amorcer davantage la validation des acquis par l'expérience, c'est-à-dire la VAE. Il faut également moderniser la formation en appuyant davantage sur le e-learning. Et enfin, il faut accélérer l'alternance pour pouvoir accompagner nos jeunes à intégrer plus rapidement la vie professionnelle. Tout cela nous permettra de rehausser notre qualité de service en adéquation avec les standards internationaux. Pourquoi est-ce que le tourisme n'est pas du tout vulgarisé dès les plus jeunes classes à Madagascar? Pourquoi on n'en parle pas du tout à l'école, au lycée Justement, cela faisait vraiment partie des points que j'ai voulu soulever. Pourquoi? Parce que dans des pays voisins, comme Maurice, si le tourisme fonctionne aujourd'hui, c'est que du plus jeune âge jusqu'au plus vieil âge, tout le monde est concerné par le tourisme. Et c'est pour cela que moi-même, cela m'a un peu consterné de voir que les jeunes ne sont pas impliqués par le tourisme. Et si on ne procède pas dès la base à cette éducation touristique, on ne pourra pas se développer. Donc, c'est un appel que je lance à toutes les parties prenantes. Mettons dans l'éducation le tourisme. Allons-y. J'ai oublié de mentionner qu'on doit également augmenter le nombre de référentiels de formation. Parce que le tourisme a évolué depuis, et avec le nombre de référentiels à disposition pour l'instant, on n'arrive pas encore à être réellement connecté aux vraies attentes du marché. Donc c'est important de développer ces référentiels de formation. La digitalisation, est-ce qu'elle peut réellement contribuer au développement du tourisme? Oui, clairement. La digitalisation permet de moderniser l'écosystème et de renforcer la compétitivité des entreprises. Pourquoi? Parce que déjà, la digitalisation, c'est l'une des tendances du tourisme mondial. Et aujourd'hui, on est dans un contexte mondial avec une concurrence accrue. Une destination qui ne sera pas visible en ligne attirera forcément moins de touristes. Et la digitalisation, elle permet de mieux vendre, d'être plus visible, de capter de nouveaux marchés, d'attirer de nouveaux clients et surtout de valoriser à l'international nos richesses culturelles et naturelles. Pour accélérer la transformation moderne du tourisme malagasy, il faut faciliter l'accès à la digitalisation. Cela passe notamment par le renforcement des compétences des acteurs et des jeunes
en termes d'usage numérique, mais aussi de nouvelles technologies, l'abaissement des coûts d'accès à l'Internet, d'améliorer la couverture numérique dans les zones touristiques. De surcroît, on doit également pouvoir accompagner les projets digitaux des porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs, en leur donnant justement la facilité pour avoir plus d'appui, que ce soit les microfinancements, les dispositifs publics-privés dédiés, mais aussi tout ce qui est fonds de garantie, tout ce qui est accélérateur et incubateur. On doit aussi multiplier les synergies multi-acteurs pour favoriser plus de projets digitaux et ça nous permettra d'accélérer davantage la digitalisation du tourisme in fine. La digitalisation fait partie intégrante aujourd'hui du comportement des voyageurs. 78% des voyageurs préparent leur séjour en ligne et plus de 60% dans le monde des réservations se fait via Internet. Quelle est la relation France-Madagascar par rapport au tourisme aujourd'hui? Déjà, de prime abord, la France, c'est le socle en matière de marché touristique pour Madagascar. On a plus de 40% de nos flux touristiques qui viennent de France. La relation entre la France et Madagascar est historique, mais elle est surtout aussi stratégique. Car au niveau de la diplomatie, c'est l'une des actions essentielles pour permettre justement de rassurer que ce soit les voyageurs, que ce soit les investisseurs, mais ça instaure une confiance. Cette confiance, par la suite, elle nous permet d'amorcer des projets d'investissement autour des infrastructures, autour du tourisme durable, mais également autour de tout ce qui est renforcement des compétences. Elle permet aussi, de surcroît, de mettre en place des opérations de marketing entre les deux pays, des opérations conjointes. Mais l'aérien, comme je le disais tout à l'heure, ça nous permet de développer plus de compagnies entre les deux pays. Et la diplomatie, l'entente bilatérale entre la France et Madagascar est prégnante pour cela. Et ça permet aussi de mettre en place des partenariats stratégiques, pas que sur le tourisme, mais aussi sur tout ce qui est l'artisanat, que ce soit également sur la culture ou sur le domaine sportif. Et tout cela contribue quelque part aussi à favoriser d'autres types et d'autres produits de niche pour le tourisme à Madagascar. Revenons maintenant au Covid-19 dont on a parlé auparavant. Est-ce que tu peux nous dire quel a vraiment été l'impact réel du Covid-19 sur le tourisme à Madagascar et est-ce que Madagascar s'en est vraiment relevé aujourd'hui? Le Covid-19 a été vraiment un coup d'arrêt au développement touristique après les résultats encourageants que nous avions eus en 2019, c'est-à-dire 306 000 plus précisément, touristes qui sont venus durant cette année à Madagascar. Le tourisme à Madagascar, à cause de cette crise sanitaire, s'est retrouvé à terre. 19 mois de fermeture des frontières, 84% de chômage technique, moins 80% de baisse du trafic aérien et plus de 900 millions d'euros de pertes générées pendant cette période. Le tourisme a pu se relever 3 ans après. Grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes, cela a permis notamment l'augmentation des fréquences de vol. Cela a permis de retrouver les niveaux, par exemple en matière d'aérien, de pré-Covid, que ce soit sur le nombre de compagnies, que ce soit sur le nombre de fréquences de vol, le nombre de capacités de sièges. Tout cela a permis justement de remettre le tourisme sur de bons rails. Mais derrière une crise, il y a toujours une autre crise qui survient. Et si vous le constatez, depuis 15 ans, Madagascar a essuyé plus de 4 crises majeures. Et hélas, le tourisme a toujours été la victime collatérale. Je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Comme je le dis, aujourd'hui, on doit avoir un tourisme résilient. On doit pouvoir anticiper et ne pas rester attentiste. Pour cela, il y a des actions précises urgentes à mettre en place. Tout d'abord, stimuler le tourisme local et le tourisme régional, c'est-à-dire développer les voyages à l'intérieur du pays pour favoriser déjà d'une part le tourisme tout au long de l'année, pas seulement pendant la période des grandes vacances, et développer les voyages dans l'océan Indien. Tout cela nous permettra d'être moins dépendants aux flux internationaux, notamment lorsque les chocs mondiaux sont présents.
Ensuite, l'élargissement de nos marchés émetteurs. On doit aujourd'hui pouvoir accélérer la promotion vers des pays émergents, comme l'Inde, comme l'Asie, comme l'Afrique australe, qui sont moins impactés, étrangement, lorsqu'on a des problèmes de vol long courrier entre Madagascar et l'Europe. En troisième point, il faut assouplir les conditions commerciales. Là, je m'adresse à nos amis opérateurs, parce que lorsque les temps sont incertains, la flexibilité commerciale, c'est le nerf de la guerre. On doit pouvoir mettre en place, par solidarité, des offres ciblées, des annulations gratuites et des reports sans frais. Et enfin, on doit toujours pouvoir communiquer autour de la destination de manière positive. Il faut toujours dire que Madagascar est une destination accueillante et sûre. Il est de coutume sur Ouch que l'invité pose une question à l'host, que ce soit sur Ouch ou sur l'invité tout simplement. Vous êtes un média d'actualité, un média d'influence, je dirais même. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de parler du tourisme? Nous, sur Ouch, on croit vraiment que le tourisme est un levier majeur à l'économie de Madagascar. Pourquoi toi? Parce qu'on t'a vu sur un interview sur ITM et ça nous a vraiment inspiré. Et on a vraiment remarqué dans ton interview que tu es l'expert qu'on recherche pour parler de ce domaine-là sur Ouch. Avant toi, il y avait Fanzaji Manatena qui était là. Donc, elle a écrit une question. Tena samba jafe nao, rahen, naona, ratsi, naona. Je pense que oui, je suis chanceux, car le tourisme, chez moi, c'est plus qu'une passion. C'est un art de vivre. Je me lève, tourisme. Je me couche, tourisme. Et le tourisme contribue justement à faire avancer l'économie à Madagascar, à préserver notre nature et améliorer le quotidien de nos communautés locales. Tu peux aussi poser, tu dois même poser une question au prochain invité que tu ne connais pas encore. Alors, le message que j'ai écrit, pardonnez-moi de cette déformation professionnelle, je vais encore parler d'économie bien évidemment, c'est comment voyez-vous, cher prochain invité, l'économie malagasy à l'horizon 2030. Je terminerai par la phrase suivante. C'est en mutualisant nos efforts et en harmonisant nos stratégies que nous parviendrons à faire de Madagascar une destination internationale de premier plan. Mais il faut que nous le voulions, chacun à notre niveau, et il faut que nous travaillions ensemble, main dans la main, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Makasito.